Voilà, donc la thématique en fait choisie pour présenter l'artiste Joël Dabin est la suivante. Nous allons essayer un petit peu de décrypter donc Joël Dabin, son œuvre dans le langage pictural moderne. Je vous propose dans un premier temps d'aller à la rencontre de l'artiste ainsi que de l'homme, car il nous semble important d'expliquer un petit peu qui est cette personne qui va peindre donc beaucoup d'œuvres, un petit peu quelles étaient ses sources d'inspiration. Nous présenterons ces techniques, donc on a emmené des toiles pour illustrer un petit peu je dirais tout le cheminement du processus de création. Et nous verrons enfin 8 points pour comprendre cette œuvre. Alors, cet homme, Joël Dabin, est né en 1933 au Palais. Donc, il a ensuite fait ses petites études primaires secondaires à La Roche-sur-Yon. Il est allé à l'École des Beaux-Arts à Nantes à partir de 1951. Là, je vous ai fait un petit déroulé rapide de sa biographie par rapport à 1957, son service militaire. 63, une période clé avec un voyage en Espagne. Là, je vous détaillerai un petit peu plus tout cela après. Il a travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu du théâtre. Il a aussi beaucoup travaillé en Loire-Atlantique et en Vendée pour le 1% culturel, avec donc des céramistes, il a fait des mosaïques, des peintures, des vitraux. Depuis 1956 jusqu'à sa mort, il a exposé en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc il est parti de la région donc nantaise pour pouvoir exporter son travail sur d'autres territoires. Il a reçu bien entendu de nombreux prix et récompenses pour tout son travail, et aussi représenté dans des collections publiques et privées, dans des musées, tout un tas d'institutions. Alors déjà, Joël Dabin, je vais juste vous parler de sa personnalité et de ses centres d'intérêt, puisque c'est avant tout un grand voyageur. Il s'appelait lui-même le globe-trotter, et il a voyagé sur, je dirais, beaucoup de pays sur les 5 continents. C'est un homme extrêmement curieux déjà de son époque, curieux de tout, qui aime aussi bien la littérature, la musique, tout plein de choses. Il est passionné, évidemment, je vous le disais, de musique classique. C'est quelqu'un qui adore partager. C'est essentiel pour lui de pouvoir partager. Alors, pas seulement par rapport à la peinture, mais sur tout autre sujet. Il s'intéresse vraiment à tout. Évidemment, c'est quelqu'un qui partage, mais qui a surtout un grand sens de l'amitié. Amitié et camaraderie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour lui. Néanmoins, c'est quand même un personnage extrêmement inquiet, qui aime justement les longs moments de solitude pour pouvoir maturer tout ce qu'il a vu et pouvoir après retranscrire cela dans ses peintures. C'est un grand travailleur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Même en voyage, il travaille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé depuis toujours, jusqu'à la fin. Voilà, on peut terminer aussi en disant que c'était une personne extrêmement généreuse et instinctive dans tous ses choix. Voilà un petit peu le portrait de cet artiste. Alors, je vous disais, je vous ai amené quelques petites illustrations, parce que c'est vrai aussi, c'est important de voir un petit peu visuellement dans quel milieu a évolué Joël Dabin. Donc là, vous avez son entrée à l'École des Beaux-Arts à Nantes, puisqu'il a aussi quitté la Roche-sur-Yon donc avant cela. Alors là, il est en train de travailler, avec un autre artiste, Paul Doss,
voilà, dans l'atelier. Donc, c'est une petite ambiance. Alors, 1957, c'est important. Là, il a effectué son service militaire au Maroc pendant 3 ans. J'ai pris cette photo qui est un petit peu atypique. Bon, vous voyez, c'était quelqu'un qui aimait bien vivre et faire des petites blagues. Mais ce qui est important sur cette photo, c'est que vous voyez déjà, il étudiait. Donc le Maroc, pour lui, c'était, je dirais, un peu un choc de civilisation. C'est la première fois qu'il voyageait à l'étranger. C'était vraiment une découverte, un choc culturel avec justement une rencontre avec des personnes qui étaient donc habillées de manière traditionnelle, avec une culture différente. C'était aussi de magnifiques paysages. Enfin, tout plein de choses qui, pour un jeune qui voyage pour la première fois, avec un œil aussi d'artiste, hein, puisqu'il sortait quand même de l'école des beaux-arts, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc là, dans sa petite caserne, vous voyez, il y a déjà des photos de femmes, il fait déjà des pochades, des dessins. Hein, et c'est un petit peu ce qu'il a fait pendant tout son service militaire. Parce qu'en fait, sa mission, c'était juste d'être de garde. Donc il avait du temps pour travailler ses œuvres. Alors donc, 1956, ça a été le début de ses premières expositions. Donc là, la fameuse galerie Robin à La Roche-sur-Yon, que vous connaissez peut-être. Il y a eu aussi les galeries Bourlaouen à Nantes. Bon, c'était vraiment les premières galeries, hein, qui lui ont fait confiance et avec qui il a travaillé pendant des années, avec un regroupement d'ailleurs d'autres artistes. Hein. Je parlais de Paul Doss, mais il y en a eu beaucoup d'autres, hein, de Mans, enfin vraiment beaucoup de personnes. Donc là, bon, ça c'était les premières, et ça a évolué au musée Utrillo-Valadon, en région parisienne. Donc vous voyez, le chemin a été extrêmement long, parfois tortueux, comme tous les artistes, mais en tous les cas, a quand même été un succès. Voilà. Alors, 1963, je vous en parlais tout à l'heure, coup de foudre alors pour l'Espagne. Donc c'est vrai que d'être allé au Maroc, ça a vraiment déclenché une envie de continuer à découvrir, je dirais, le monde. Et avec ses premiers cachets, justement, ses premières expositions, ses premières ventes de toiles, tout de suite, la première chose qu'il a voulu faire, c'est voyager. Donc, il découvre notamment le sud de l'Espagne, sa chère Andalousie, hein, qu'il affectionne particulièrement, avec la découverte notamment d'un petit village sur un piton rocheux, le village de Moracar, où à cette époque, les femmes, pareil, étaient voilées, allaient encore à la fontaine chercher de l'eau, il y avait les ânes dans la ville, pas d'électricité, enfin, c'était vraiment extrêmement rural, hein, et pour l'époque. Et là, avec ses premiers cachets, et s'y installer. Il a acheté une petite maison en haut du village. Et en fait, c'est un lieu où il venait se ressourcer, hein, régulièrement. Le matin, il pouvait partir pour justement, à la lumière du jour, faire des pochades, hein, des petits dessins. C'était vraiment quelque chose pour lui de très lumineux. Alors, il y a, en Andalousie, vous avez d'autres personnages. On vous a emmené la toile ici, la Sante Rosée, qui est près de Moracar. Vous pourrez la regarder après. Enfin, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, le passionné de voyage et de rencontres. Hein, là, je vous ai emmené quelques petites illustrations. Donc, première photo dans le Tassili du Hogar. Hein. Après, des femmes en Inde, c'est pareil, l'Inde, ça a été aussi un pays qui l'a beaucoup stimulé au niveau des couleurs, au niveau des mouvements. C'était quelque chose de magnifique. Bon, toujours l'Espagne, et c'est vrai que c'est... Hein, je vous ai mis quand même quelques petites citations tout au long de cette conférence. Donc là, j'ai plaisir à regarder. J'éprouve des sensations et j'aime me souvenir en peignant. Le voyage lui rince l'œil. Hein. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Donc, quand il voyageait, il adorait photographier son environnement. Donc, il était passionné de photographie, toujours avec son fidèle Nikon. Eh bien, il prenait donc des clichés pour se souvenir.
En fait, il souhaitait recréer son ambiance, sa lumière, les mouvements et la couleur. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Alors là, je reviens donc à son travail, puisque de 1967 à 1980, il a été passionné donc par le théâtre. C'est vrai qu'à la sortie de l'école des Beaux-Arts, il y a plusieurs voies possibles, et notamment la scénographie, c'était quelque chose qui l'intéressait particulièrement. D'une part, parce que c'était un travail déjà d'équipe, ça permettait de se retrouver, là encore, et pour pouvoir donc réfléchir et puis mettre en place donc des scénographies, des costumes, et en faisant jouer évidemment son imagination par rapport à ce que proposaient les scénaristes et les producteurs. Donc là, vous avez par exemple du théâtre classique avec Per Gynt, si je le prononce bien. Là, vous avez donc un costume. Vous avez à côté aussi Le Petit Ramoneur, qui a donc été diffusé sur Antenne 2. Antenne 2 à l'époque, et il a pu travailler comme ça avec au Théâtre Gralin, au Théâtre d'Aquitaine, à Paris, au Carré Sylvia Montfort, enfin tout plein de choses. Et il adorait, je dirais, toutes ces ambiances de coulisses. Par exemple, à l'opéra, il a été un petit peu précurseur en son temps, puisque donc c'était dans Orfeo, il avait mis donc des sortes de collants en chair à tous ces acteurs, et il peignait sur les corps, il peignait directement je dirais les costumes sur le corps des acteurs. Donc c'était pour l'époque quelque chose de nouveau. Quelque chose d'un point important après le théâtre, c'était donc tout ce qui est relatif au 1% culturel, puisque donc il a été appelé pour, je dirais, faire des propositions sur, par exemple, des lycées, dans les écoles, des écoles maternelles, des collèges, beaucoup donc en Loire-Atlantique et en Vendée. Principalement, c'était. Alors, il utilisait différents matériaux. Donc là, vous voyez, par exemple, au lycée Albert Chassagne à Paimboeuf. Là, c'est une mosaïque qui fait plusieurs mètres de haut. Il a travaillé donc en partenariat avec un céramiste, Jean-Claude Goualch. Donc c'était là encore la possibilité d'être en équipe avec un autre artiste. Et donc là, l'association intervient extrêmement régulièrement avec ce lycée pour mettre en place des projets pédagogiques avec les jeunes, qui sont des jeunes, je dirais, un petit peu décalés par rapport donc à un public classique, puisque souvent ces jeunes ne vont pas aux expositions, ont souvent des métiers en relation avec la mécanique, l'électricité. Donc pour eux, l'art n'est pas forcément une priorité. Donc on arrive comme à faire des projets extrêmement intéressants avec eux. Donc c'est là encore une passerelle intéressante. L'église de Moët, petite église toute mignonne, si vous avez l'occasion d'y aller, qui a été entièrement repeinte sur du plafond, je dirais, au sol. Bon, c'est une petite visite agréable à faire, si vous avez l'occasion d'y aller. Et puis tout plein de choses. Là, on a aussi à l'école Jules Verne, on a au moins 25-30 œuvres en la matière. C'est extrêmement monumental. Voilà, là, on parle vraiment de fresques monumentales, des choses qui sont et qui d'ailleurs ont perduré dans le temps. Alors, je vous propose justement de revenir donc sur l'homme et son lieu de création. Puisqu'en fait, on a parlé évidemment de toute la communication, le plaisir d'être avec les autres, mais effectivement, Joël Dabin est quelqu'un d'extrêmement solitaire et qui a besoin justement de réfléchir, de s'isoler, et c'était dans son nid d'aigle, comme il le disait, donc un atelier situé donc quai de la Fosse, le long des bords de Loire.
Et donc là, il adorait s'isoler pour se ressourcer, imaginer quand il regardait partir les bateaux ou arriver les bateaux. Tout de suite, ça le faisait rêver et il partait effectivement sur après des idées pour pouvoir donc nous peindre de certaines œuvres. Voilà, leur amitié et camaraderie, on en a parlé. Donc là, vous avez quelques petites photos, illustrations. Alors c'est aussi, puisque là, on est quand même au musée du vignoble nantais, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion du petit clin d'œil sur le vin, hein, puisque Joël Dabin, donc, quand même, c'était un épicurien, pour ceux qui le connaissent. Hein. Et là, je vous ai emmené donc quelques petites illustrations. Alors tout d'abord, il a été intronisé à la confrérie des grands gousiers rabelaisiens, hein, des vins de Chinon. Là, il était avec Hervé Bazin et Marie-Thérèse Bretagne. Il a d'ailleurs été aussi intronisé donc, en Bourgogne, hein, c'est à Clos-Vougeot, voilà, chevalier de Testevin. Bon, c'est quand même quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Donc, il a participé donc, à la création d'étiquettes. Hein, là, c'est le blanc de mer de Bayeux à la Chapelle-Lin. Ensuite, il a aussi été, on lui a demandé donc, de travailler sur des étiquettes. Là, vous voyez un Tokai Pinot Gris. Là, c'est de Paul Schneider en Alsace. Vous voyez, il a fait ça. Il en a fait d'autres hein, en Bourgogne. Donc là, on vous a emmené une bouteille de vin, non pas pour la déguster, puisqu'il ne nous en reste presque plus, mais vous pourrez regarder après en exemple ce que ça peut rendre en réalité. Alors après, je vous propose donc de discuter autour donc de l'artiste et notamment de l'influence de ses voyages dans sa peinture. Là, j'insiste vraiment sur les voyages parce que c'est quand même une clé de voûte de son œuvre. Donc lui, Joël Dabin, était vraiment attiré dans ses créations. On peut dire qu'il y avait 3 sujets principaux. Le premier, les hommes et les personnages. C'était vraiment quelque chose d'essentiel. On vous a emmené ici quelques toiles. Hein. Vous voyez ici un Don Quichotte. Vous voyez à côté, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais vous ouvrirez après, donc une demoiselle des arènes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans sa peinture. Alors il aime aussi tous les sujets traditionnels, hein, et les scènes de genre, comme on les appelle, comme les régates, puisqu'il adore... je dirais la mer, la Loire, puisque son atelier est face à la Loire, et son dernier atelier était aussi situé à la Chapelle-sur-Erdre, où là, effectivement, il y avait régulièrement des régates, et comme il aimait aussi la Bretagne, il allait toujours se ressourcer là-bas pour pouvoir, là encore, trouver de belles sources d'inspiration, de belles lumières, et notamment la lumière de Vendée qu'il adorait particulièrement, avec les fameuses courses au Sable d'Olonne et autres. Alors, donc, dans ces scènes de genre, il y avait aussi effectivement tous les costumes hein, qu'il pouvait à la fois découvrir dans le cadre de ses voyages, mais aussi à l'opéra et au théâtre. La danse, c'est vrai que la danse, c'est vraiment le mouvement. Hein, les carnavals, bien sûr, carnaval de Bâle, carnaval à Venise. Enfin bon, il a beaucoup découvert... donc de masques, de couleurs, là encore de mouvements, enfin de mystères hein, dans ce type de carnaval. Et puis la corrida, non pas qu'il soit un aficionado de la corrida, mais ce qu'il aimait beaucoup dans cette thématique, c'était effectivement le mouvement, c'était la foule habillée, exaltée. Et c'était plus par rapport à ça, je pense qu'il était vraiment inspiré par ce sujet. Et donc la troisième chose, donc ce sont vraiment les paysages, hein, puisqu'en fait il essaye de rendre, en fait, je dirais, une atmosphère particulièrement personnelle à ces paysages qui sont effectivement réels ou alors imaginaires. Et sa phrase fétiche est toujours celle qui l'a accompagnée jusqu'au bout de sa vie. C'était vraiment « je peins comme je me souviens ». Donc je pense que ça veut tout dire.
il aimait bien avoir ces petites phrases, hein. Alors là, il allait donc aux sources d'autres civilisations et revenait créer dans son atelier entre rêve et réalité. On fait un petit point sur les différents courants artistiques et littéraires qui ont pu le marquer. Dans ses références picturales, hein, je dirais les principales, parce qu'il y en a eu d'autres. Donc nous pouvons dire que Velázquez est un peintre espagnol qui l'a énormément inspiré, hein, notamment avec ses infantes, puisqu'il en a beaucoup peintes après. Puisqu'il avait bon là je ne vais pas malheureusement trop m'épancher sur chaque artiste parce qu'on n'est pas là, on n'a pas le temps pour ça, mais c'est vrai c'était quand même ces petits coups de pinceau rapides et sa domination de la lumière vraiment qui l'avait beaucoup marqué. Alors Rembrandt, c'est pareil, et son utilisation encore de la lumière et de l'obscurité, hein, notamment dans ses portraits. Et puis toujours avec des scènes qui sont vivantes et intenses, hein. Bon, les scènes bibliques, ce genre de choses, ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Francis Bacon, avec donc toute la violence et toute la tragédie donc de ses peintures parfois très très torturées, notamment ces séries de têtes, si vous vous en souvenez, hein, les fameuses corridas aussi. Donc ça, quelqu'un qui vraiment a beaucoup compté pour lui. Alors l'action painting, ça c'est vrai que là vous avez effectivement plusieurs artistes dans cette veine-là que Joël admirait. Donc il y a Sam Francis, hein, et donc cette spontanéité donc, de l'action painting, puisque en fait c'est vraiment le geste et l'acte qui prime, hein, donc pour aller vraiment vers une peinture non figurative, ce qui était quand même un petit peu nouveau, donc avec justement ces fonds infinis où il y a des sortes de figures ajoutées, mais qui sont tellement diluées, qui se confondent. En fait, c'était vraiment un style là qui lui plaisait beaucoup. Joan Mitchell aussi, hein, avec une œuvre vraiment abstraite et vraiment expressionniste très puissante. Enfin, bon, Jason Pollock aussi, puisque avec son expressionnisme abstrait, par exemple, son travail sur une toile à l'horizontale, hein, avec des écoulements de peinture, des superpositions, hein, qu'on appelait le draping, c'était vraiment quelque chose aussi, des choses qu'il a réutilisées lui après dans son travail. Alors pour ce qui est de la littérature, donc ça c'est Don Quichotte, hein, ça Don Quichotte de la Mancha, c'est vraiment, je dirais, quelque chose, mais vraiment qui l'a complètement, je dirais, oui, marqué intérieurement, hein, puisqu'il revient toujours dans ses Don Quichotte, hein, du début jusqu'à la fin de sa vie, il en a peint. Donc ça, il y a eu des évolutions, bien entendu, mais c'est ce côté, je pense, très généreux, idéaliste, donc dans l'univers d'un roman de chevalerie qui a plu à Joël Dabin. La Commedia dell'arte, hein, c'est pareil avec tous ces acteurs qui sont masqués, hein, qui improvisent des comédies. Là, je pense que c'est quelque chose qui était aussi intéressant puisque c'était tout le temps de la nouveauté, du mystère. En plus, comme il a aussi beaucoup visité, je vous disais, de carnaval, hein, notamment Bâle, c'est vrai que c'est vraiment des choses mystérieuses qu'il peut reproduire avec son imagination de manière particulièrement ingénieuse et intéressante. Donc, dans ces acteurs masqués, c'est vrai que sur ce type de comédie, on retrouve toujours cette naïveté, cette ruse et cette ingéniosité, qui le motive. Alors enfin, Tartarin, pour son personnage burlesque, je pense, et attachant, hein, là je vous ai fait une petite représentation d'un grand Tartarin qu'il a peinte, donc Tartarin de Tarascon, et Federico Garcia Lorca pour ses poèmes et toutes ses mélodies. C'était vraiment aussi une belle référence pour lui. Donc pour essayer de boucler, donc la musique classique, ça c'est vraiment quelque chose qui était essentiel, hein, puisque quand il travaillait dans son atelier, il avait toujours de la musique pour l'accompagner.
Alors cette musique classique, donc là je vous ai mis quelques références, hein, Manuel de Falla, Mozart, Stravinsky, Wagner, Mahler, mais c'était aussi bien les airs d'opéra que ça pouvait être Liszt aussi, enfin, c'était vraiment extrêmement varié, mais quand même assez fort. Hein. Alors, il mettait toujours... là, je vous ai emmené une toile, hein, parce qu'il aimait écouter de la musique, mais il l'a aussi beaucoup reproduite dans ses œuvres, hein, puisque pour lui, déjà, il pensait que tenter de créer une musicalité dans une toile, avec des silences, hein, c'est-à-dire les silences, comme vous le voyez là sur la toile, des plages où là... on ne voit rien, et avec une petite idée sur la recherche plastique des rythmes, hein, essayer de balancer comme dans la musique, hein, il y a des silences, ça repart, enfin c'est un voyage musical. Donc ma peinture, c'est un petit peu comme de la musique, c'est ce qu'il aimait dire. Bon, je vous ai emmené quelques œuvres, hein, que vous ne verrez pas ici, puisque c'est quelqu'un qui a été très productif, hein, on n'a pas exactement calculé combien d'œuvres il avait pu... créé dans sa carrière, mais on en est au moins sûrement à 1500 ou plus. Hein. Ça a été quelque chose d'important. Hein. C'est quelqu'un qui travaillait très vite. Donc l'aperçu de ses œuvres, donc là on démarre par Mauguériec en Bretagne, voilà, c'était 1964, donc je vais vous reparler de la technique et du style, donc je ne vais pas trop m'étendre, hein, mais vous voyez, on voit déjà les différences d'évolution avec les années 80, hein, on peut déjà s'apercevoir de cela, où il y a un marché maraîchin-Vendée, hein, que je vous présente, mais c'est vrai que la Vendée, c'est pareil, c'est Bretagne-Vendée, ça a vraiment été quelque chose pour lui de marquant, déjà parce qu'il a habité aussi en Vendée, et puis la Bretagne, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces lumières, ces grands, ces grandes, paysages un peu à l'infini, c'est vraiment quelque chose qu'il aimait bien, avec ces petits villages. Voilà, donc... on va continuer avec l'Espagne, avec En route pour le marché, hein, vous voyez, toujours des marchés, en 97, et puis en 2002, l'Italienne de Napoli, hein, une belle Italienne, bien représentée ici, et une toile aussi sur la corrida, hein, la Véronique, en 2003, ça c'était la dernière période, hein, de sa vie, puisqu'il est décédé en 2003. Voilà. Est-ce que vous voulez bien faire un point sur la technique? Alors, donc, la technique, là, je vous ai emmené quelques outils du peintre. Hein, vous pourrez regarder, hein, vous avez donc des pinceaux, des palettes, des couteaux, tout un tas de choses qui ont appartenu au peintre. Donc, écoutez, on va essayer de prendre une toile. Je passe... Alors, on va prendre cette toile-là, si vous voulez bien. Merci. Donc, sur les toiles, déjà, on va commencer par le début. Donc là, vous voyez l'arrière d'une toile. Hein, donc, il y a des châssis. En fait, je dirais, il construisait tout lui-même. Hein. Il achetait ses morceaux de bois, sa toile de jute, hein, puisque en fait, sur les formats de ces toiles, c'est jamais des formats uniquement carrés. Hein. Il y a des formats très multiples, hein, verticaux, horizontaux, même des ronds. Hein. Il a même fait des rotondes. Et voilà, donc l'arrière toile de jute. À l'avant, donc il commençait en fait par faire une première couche, hein, sur cette toile de jute pour que tout puisse bien accrocher. Donc en général, il utilisait de l'acrylique parce que l'acrylique séchait très rapidement, hein, ça sèche en 1 heure. Donc après, ça permet très rapidement de pouvoir peindre sur la toile. Donc généralement, il avait une idée donc de la construction de sa toile et il commençait par faire un bâti avec des lignes de force. Alors il n'avait pas de brouillon en général, hein. Il organisait tout directement sur sa toile. Il prenait des photos, ce qui pouvait parfois l'aider, je dirais, à se repérer par au sujet qu'il souhaite mettre en lumière. Alors ici, souvent, il démarrait par des lignes de force. Là, par exemple, sur cette toile,
vous pouvez voir des diagonales. Il y avait très souvent des diagonales en ligne de force qui permettent, par exemple ici, d'enrouler le sujet, hein, puisque là, si vous regardez bien, vous avez donc ici un cavalier, un cheval, avec donc le cavalier à l'arrière et une femme en premier plan devant. Il y a toujours cette notion déjà d'arrière-plan, de second plan et voire même des plans intermédiaires. Donc, est-ce que vous voyez bien tous les lignes de force là, hein, on le voit bien des diagonales. Alors parfois, hein, les artistes utilisent plutôt des horizontales, par exemple, enfin des horizontaux. Quand on fait souvent la mer, les reproductions de la mer, on prend une ligne et puis bon, on voit bien le ciel, la mer. Là, lui, c'était vraiment plus les obliques. Hein. Donc là, nous avons le cheval et les personnages. Donc par rapport à ces obliques, on a l'impression d'un enroulement, ce qui en fait permet un équilibre vraiment dans le tableau. Alors évidemment, il y a plusieurs couches de peinture, hein, puisque lui, il utilisait alors certaines peintures à même le tube, et parfois, donc il faisait, même pas parfois, il faisait régulièrement en fait des tests pour essayer de trouver donc des tons, des teintes qui puissent lui servir dans ses toiles. Donc je vous ai emmené là une palette de peinture. Vous voyez, c'était tout simple, hein, sur des assiettes en carton, sur des calendriers, voilà. Et là, je dirais, il pouvait donc faire son petit chimiste puisqu'il utilisait souvent des pigments, hein, des poudres pour réaliser tout ça. Alors, comme il habitait aussi, son atelier était face à la Loire, il adorait aussi incorporer des matières dans ses jus. Et au niveau des matières, il utilisait souvent du sable de Loire. Donc, il le lavait, il le filtrait, il le séchait, et après, ça lui permettait de l'incorporer là dans ses jus et d'avoir un petit grain partout. Alors, il en mettait plus ou moins facilement. Il utilisait bien sûr, bon, il était très tactile, hein, donc avec les mains, il faisait aussi souvent des petits cercles, des choses comme ça. Avec ses mains, il utilisait les couteaux de peintre, mais il pouvait utiliser aussi des peignes à cheveux, enfin tout et n'importe quoi. Tout, hein, c'était pas très conventionnel non plus. Donc là, je vous ai emmené aussi, vous regarderez après les pigments, hein, donc qui sont ajoutés donc dans différentes huiles. Donc voilà un petit peu comment il travaillait. Alors il y avait aussi donc les glacis, hein, parce qu'il y avait beaucoup de couches et des travails en transparence. Voilà, pour donner un petit peu de profondeur au tableau. Bon, je détaille pas trop parce que là, on a encore un gros programme après, mais hein, là, ce que je voulais vous dire, c'était donc toutes les lignes de force, tous les tons et teintes qu'il pouvait donc créer, hein, puisque c'était un très grand coloriste, hein, il a quand même travaillé dans toutes les gammes de couleurs, hein, rien ne lui échappait. Et avec justement ces histoires de second, premier plan. Alors, au niveau de ces tableaux, bon, tout dépend des périodes, mais globalement, il était toujours entre un balancement de l'art figuratif et l'art abstrait. On va un petit peu le détailler tout à l'heure, hein, et puis vous pourrez regarder là le matériel pour la peinture. Je vous ai aussi emmené du matériel puisqu'il a donc créé des céramiques, hein, des choses comme ça. Donc là, la technique est un petit peu différente. On ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais au moins vous pourrez voir ce qu'il a fait. Voilà, alors pour finir, donc, nous allons parler donc, des points essentiels pour comprendre donc l'œuvre de cet artiste. Bon, je vais vous les détailler. Hein. Bon, on peut déjà dire qu'il y a quand même un tourbillon d'énergie dans son œuvre. Nous allons voir un petit peu quels sont les repères pour bien comprendre sa peinture. Se poser cette fameuse question, est-ce que c'est une œuvre abstraite ou figurative, revoir un petit peu le choix de ces sujets donc qui justement là encore vont indiquer la personnalité de l'œuvre de l'artiste, voir si c'est bien une œuvre jubilatoire. Le côté grand coloriste, on va essayer de le détailler aussi, avec une peinture très gestuelle, profonde, et même peut-être sincère, et enfin finir par la peinture évocatoire.
Le tourbillon d'énergie. Alors là, quand on regarde une peinture, une toile, hein, ici, je ne sais pas, là, on va peut-être pas pouvoir faire passer le micro, mais a priori, on peut remarquer quand même un foisonnement, une sorte de tourbillon d'énergie, en fait, sur cette toile, avec beaucoup de couleurs. Hein. On peut parler d'une explosion de couleurs. Et donc, il y a beaucoup d'ondulations avec des... Vous voyez, il y a des cercles, des ondulations. Ça donne un petit peu l'impression de bouger. On peut parfaitement imaginer la scène. Hein. Et donc, toutes ces ondulations donc, colorées fait que l'on se demande un petit peu où on en est quand on regarde la toile. Hein. On peut se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment abstrait? Est-ce que c'est vraiment figuratif? En fait, on peut se tromper, on ne sait pas trop. Donc justement, dans les repères hein, qu'on peut imaginer pour comprendre sa peinture, on peut se poser la question, déjà, à quelle école se rattache-t-il? Quelles ont été ses influences? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque je vous ai expliqué quel peintre avait pu lui donner donc, une inspiration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est effectivement qu'après sa sortie de l'école des Beaux-Arts en 1955, c'était vraiment l'explosion de l'abstraction lyrique, avec justement des artistes comme il y avait Wolf, Mathieu, enfin tout ce type d'artistes qui finalement était un petit peu en décalage avec justement l'explosion de l'action painting aux États-Unis, puisque là c'est vraiment un style extrêmement différent, avec justement de Kooning et puis Pollock et les personnes dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut se dire que Joël Dabin avait quand même 22 ans, donc c'était quand même un jeune homme, et il arrive vraiment à cette période charnière de l'histoire de la peinture, avec vraiment là, une aventure picturale extrêmement passionnante. Et on peut dire aussi qu'au début du XXe siècle, bon, s'annonce la fin de l'impressionnisme, avec Renoir, et du symbolisme, avec par exemple Gustave Moreau, et que Joël était beaucoup influencé en fait par l'école aussi de Pont-Aven, le fauvisme et l'expressionnisme, notamment les pays du Nord. Hein. C'est vrai qu'il adorait la Hollande, l'Allemagne. Enfin, c'est vraiment c'est les peintres hollandais aussi. C'était vraiment quelque chose qui le fascinait. Et là, notamment avec l'expressionniste allemand, avec Nolde, Munch, c'était vraiment très important. Donc on peut dire que quand même, effectivement, aux Beaux-Arts, il a appris forcément l'histoire de l'art, hein, ça fait partie aussi des matières importantes, mais tout ce qu'on vient de voir, ça rentre vraiment dans le savoir de Joël Dabin. Donc il maîtrisait quand même, il avait une grande culture artistique et il a pu prendre différentes choses qu'il a réutilisées dans son œuvre. Alors, œuvre figurative ou œuvre abstraite? Qu'en pensez-vous? C'est la question. Alors, il y a toujours ce fameux balancement hein, dont on vient de parler. On pourrait penser que dans certaines toiles, il penche vers l'abstrait. Bon, là, ça, c'est des toiles qui sont plus anciennes. Donc là, on voit, je dirais, une peinture un petit peu plus austère et rigide. Hein. Il avait son style à l'époque. Il a beaucoup évolué. Mais quand vous regardez, par exemple, cette toile, bon, on peut se dire... au premier coup d'œil, on ne voit pas forcément si c'est très abstrait, si ça représente quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Joël Dabin... Oui, vous pensez que c'est abstrait? Non, je dis, si on retire le dessin, parce qu'il ramène le dessin après l'esquisse, oui. Derrière, c'est très coloré, c'est du tachisme, oui. C'est très abstrait. Oui. Bah, disons que... Oui. Ben, très souvent, justement, dans l'arrière-plan, justement, il laissait la liberté, je dirais, donc aux personnes de pouvoir imaginer des choses. Hein, et c'était ça l'intérêt. En général, il suggère, mais il faut quand même la participation, je dirais, la participation de chacun pour pouvoir, par rapport à ses références, par rapport à ses émotions, hein, essayer de voir des choses. Tout le monde ne voit pas la même chose. Donc, il y a un thème, finalement.
et un sujet à chacune de ces peintures, puisqu'il y a un titre déjà. Souvent, quand on découvre le titre, tout de suite, on voit de quoi il s'agit. Et après, effectivement, notre imaginaire se met en marche. Mais chaque tableau a vraiment un titre. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est un peintre figuratif. Hein, puisque sinon, sur les 3 sujets dont on a parlé tout à l'heure, hein, les paysages, les personnages et les scènes de genre, quand il peint, par exemple, dans les paysages, les Alpilles, les châteaux cathares ou les Sierras, forcément, ça a une référence figurative. Hein, pareil pour les personnages, Don Quichotte, les infantes, les capitans, les Maharajas, puisque en Inde, c'est aussi quelque chose qui l'a marqué. Hein. Les scènes de genre, là encore, toutes les marchés, toutes les férias, hein, les carnavals, les régates, dont je vous ai encore parlé tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui le rattache à la peinture figurative. Si on fait un petit point sur le choix de ces sujets, qui nous permettent là encore de comprendre, je dirais, la personnalité de l'œuvre et de l'artiste. On peut se dire que Joël Dabin, en général, choisit des sujets relativement passionnels, où il y a quand même une certaine tension et une force de puissance et d'énergie. Il suggère toujours une atmosphère, ça c'est certain, par rapport à une scène qu'il a vécue, lui. Et quand il rentre de voyage, par exemple l'Inde, qui a été aussi un pays qui l'a beaucoup marqué, il essaye justement... là, on n'a pas de toile sur l'Inde, mais il essaye vraiment de rendre, je dirais, par exemple, une scène sacrée. Hein, vous voyez, vous pouvez tous imaginer, pour ceux qui ne sont pas forcément allés en Inde, je dirais, les femmes en sari, dans des jardins, avec des vaches sacrées qui sont dans les villes. Je veux dire, c'est vraiment encore là tout plein d'émotions, de petites choses par rapport à la France, par rapport à... je dirais, c'est quelque chose de complètement nouveau pour lui. Hein, donc ça, c'est je dirais, un pays haut en couleur qui l'a beaucoup inspiré. Alors, les régates, là encore, on en avait déjà parlé. Hein, c'est vraiment ce vent, par exemple, qui gonfle les voiles. Pour lui, ça tout de suite, pour lui, c'est le mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir recréer dans ses toiles. Effectivement, avec le vent, il y a les mâts qui bougent, la mer est plus ou moins agitée. Donc c'est vraiment quelque chose, là encore, qui participe à son inspiration et qui va vraiment déclencher chez lui du mouvement dans ses toiles. Et quand on les regarde, on a l'impression que c'est vraiment une course de bateau, que ça bouge. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, par exemple, là, je ne sais pas si on avait beaucoup de cavaliers. Là c'était effectivement cavalier, mais c'est plus une atmosphère de marché. Mais des fois, quand il fait certaines toiles, on a vraiment l'impression que les chevaux, les cavaliers, là, surgissent, je sais pas, d'une sierra, de quelque part, dans la toile. Ça, c'est vraiment où on voit effectivement souvent la puissance du cheval, le poitrail, ou alors les naseaux. On a aussi, par exemple, les taureaux. Là, les taureaux, pour lui, c'est quelque chose, un animal qui a de la force, et en général, il arrive bien à transmettre ça dans chacune de ses toiles. Alors, les infantes, on en a parlé aussi, hein, parce que je vous en ai... Enfin non, là, c'était une demoiselle aux arènes, mais c'est quelque chose... là encore, puisque c'est un personnage qui, par exemple, va certainement donner naissance à peut-être des futurs rois, futures reines. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vraiment est passionnant. Alors on peut dire que l'artiste, là, à travers ses exemples, choisit souvent des personnages emblématiques, hein, qui ont quand même du tempérament, un caractère, une force, et surtout une signification. Alors, on va parler de l'œuvre jubilatoire. Alors, est-ce que finalement cette œuvre peut l'être ? Eh bien, a priori oui, puisque comme il a peint beaucoup de fêtes, qu'elles soient profanes, sacrées, les carnavals, Venise, Bâle, finalement on peut se dire qu'il adorait cela et qu'a priori il devait être satisfait du résultat qui était obtenu. Donc d'où ce côté jubilatoire.
Alors une autre caractéristique chez Joël Dabin, c'est finalement le fait que dans sa peinture, on ne retrouve jamais de thème négatif. C'est vraiment la mort, tout ce qui est mort, souffrance, la douleur. C'est pas du tout quelque chose qui est exprimé, à part peut-être quand il était à l'école des Beaux-Arts, où là, effectivement, on lui a demandé de retranscrire certaines scènes. Mais après, jamais plus il y avait ce côté vraiment triste, négatif ou violent. Même s'il aimait finalement des artistes qui l'étaient. On avait parlé de Bacon tout à l'heure, donc c'est vraiment pas un chemin qu'il a choisi. En plus, il faut savoir quand même qu'il n'était pas dupe justement sur toute la psychologie des êtres. On a parlé du Tartarin, on a parlé de plein de choses, du Don Quichotte, c'était vraiment... il les peignait, mais c'était vraiment pour des raisons pour lui assez précises. Par exemple, quand il a peint le personnage du Capitan, c'est parce que pour lui, le Capitan, c'est un peu son œuvre majeure. On n'a pas pu vous l'emmener parce que c'est une toile extrêmement grande, qui est, enfin, on l'appelle aussi le Cavalier masqué, et c'était tout de noir. C'était vraiment une œuvre, pourtant lui qui aime la couleur. Le noir, là, c'était très mystérieux, un petit peu théâtral, avec des pointes de rose, de rouge. Mais sur le site internet, vous pourrez aller le voir. C'est vrai que j'ai pas mis de... Mais c'était vraiment, je pense, une de ses toiles préférées, sa toile préférée, qui a été gardée dans la collection de la famille. Et donc ce Capitan, en fait, il aimait vraiment... cette fierté, cette bravade en fait dans l'attitude et dans le comportement, et je pense que c'est ça aussi qui l'animait quand il créait. Alors bon, c'est une peinture jubilatoire parce que comme par exemple le Tartarin, comme je vous disais, en fait je pense qu'il connaissait ses défauts, au Tartarin, mais aussi il les regardait avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, d'ironie et de tendresse, je pense. Et puis par rapport, il n'y avait aucune méchanceté en tous les cas, ça c'est certain. Donc maintenant, on va aborder la couleur, puisque c'est aussi la fête de la couleur chez Joël Dabin, puisque c'est quand même un très grand coloriste. Ça, c'est vraiment une caractéristique vraiment essentielle, puisque dans son travail, il y a effectivement la couleur et la spontanéité du geste. Mais on peut dire que c'est un côté quand même très très moderne, puisque la base en fait de sa peinture, donc en fait, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Je disais par rapport à cette peinture moderne, oui, on peut dire que c'est la base de toutes les peintures en fait abstraites du siècle qui s'est écoulé. Il se balance toujours entre le figuratif et l'abstrait, on l'a vu tout à l'heure, mais en fait il y a toujours ce foisonnement qui finalement avec la couleur permet je dirais de bien faire, je dirais bien inspirer, bien faire comprendre les choses et vraiment tout de suite attirer l'œil de la personne qui regarde le tableau. Il pouvait d'ailleurs tout réussir dans les couleurs. C'est rare parce que souvent les artistes ont, je dirais, des couleurs de prédilection. Bon, il y a aussi des périodes, des fois. Joël Dabin pouvait être plus sur les roses, des fois c'était plus les rouges, les orangés, les verts. Enfin, il a eu beaucoup de périodes très différentes, puisque quand il a démarré, qu'il avait aussi un style assez abstrait, il a fait donc des découvertes avec justement des tonalités différentes de peinture, des ronds, même pas trop de carrés, mais enfin en tous les cas des structures particulières. Et en fait, je pense qu'il a évolué vers une peinture plus figurative parce que pour lui, ça se résumait vraiment, je dirais, à des sortes d'études. Et c'est pour ça qu'il est allé au-delà de cette peinture uniquement abstraite, avec justement ces touches de couleurs, puisqu'il réussissait vraiment, je dirais, l'ensemble de la palette des couleurs, des rouges, des bleus, des verts, et surtout des dégradés impressionnants, et puis aussi les fameux glacis qui mettaient vraiment en valeur tous ces personnages, ces paysages. Donc ces couleurs, en fait, je pense, lui apportaient beaucoup de joie. Alors je pense joie qui a été sûrement partagée avec les personnes qui regardaient ces toiles.
Alors, on arrive bientôt à la fin. C'est vrai que je parle beaucoup, mais comme on a un timing un petit peu serré, j'essaye de tout caler. Donc, ça, on a vraiment une peinture gestuelle assez profonde et sincère, je crois, hein, puisque cette profondeur en fait de Dabin, en fait, se met en place par rapport à la manière dont il peignait. Il avait toujours cette fameuse phrase fétiche, j'y reviens, c'est la deuxième fois, mais je peins comme je me souviens, hein, puisque c'est toujours par rapport à un souvenir vécu, à un instant. Et puis c'est vrai que c'est un artiste aussi qui était extrêmement lucide, hein, sur son art, sur son évolution. Puisque on en a parlé, sa photographie au retour des voyages, donc il regardait régulièrement ses clichés et surtout il notait son ambiance, hein, qu'il recréait. Il y avait le fameux squelette avec ses lignes de force dont je vous ai parlé, ses lignes de tension, pour rendre justement l'atmosphère d'une scène avec les fameuses couleurs. Son souvenir, en fait, il le laisse maturer, hein, mais c'est vrai que ça pouvait durer des fois des jours, des semaines, des mois, voire des années. Hein. Il a repris des sujets, mais des mois après. Hein. C'était pas du tout quelqu'un qui, forcément, sur l'instant, peignait ce qu'il avait vu. Ça filait. Il reprenait des petites choses et après, il pouvait s'y mettre, après avoir médité. Alors, la troisième étape, en fait, c'est évidemment celle de la réalisation du tableau. Et dans une phrase aussi importante qu'il a pu dire, c'est je veux me balader dans ma toile, y faire l'école buissonnière. Je veux que ce soit une sorte de partie de billard où de multiples combinaisons soient possibles. Je veux que celui qui contemple mon tableau s'y balade également, y fasse l'école buissonnière. Donc, c'est assez joli comme phrase. Donc finalement, sur chaque tableau, on peut dire que c'est la résultante en fait de tous ces moments de création. Alors il faut savoir que Joël Dabin aurait adoré être sculpteur. Ça, c'était vraiment même un rêve pour lui. Et il a toujours imaginé qu'il pourrait l'être à la fin de sa vie. Il n'a pas eu le temps, mais finalement, il avait un petit peu la démarche du sculpteur avec des œuvres un peu en 3D, des suragitations, des allers de retour, des retouches, bon, tout ce genre de choses. Et finalement, je dirais avec Joël Dabin, ce qu'on peut trouver d'intéressant, c'est qu'il a choisi vraiment, enfin, on peut choisir le mot sincérité, puisqu'en fait, il ne peint pas un tableau, par exemple, pour une commande, ou alors pas comme ça, par fantaisie. Bon, sauf effectivement dans le cas du 1%, où là, il est bien obligé d'avoir un cahier des charges, mais globalement, je dirais dans sa peinture, c'est vraiment à l'instinct, à l'envie, et je pense qu'effectivement, toujours avec cette sincérité. Voilà, puis donc il peint aussi, il y a toujours cette pulsion, là, pour lui, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir aboutir sur chaque œuvre. Dernier point donc sur la peinture évocatoire. Donc, en fait, on peut dire que c'est une peinture donc, qui est évocatoire, en fait, qui demande pour bien la comprendre, la saisir, l'adhésion et la compréhension de cette peinture. Quand on regarde une toile, on ne peut pas dire qu'on la regarde comme ça assez froidement. Il y a une émotion. Et au-delà de cette émotion, il faut essayer de comprendre finalement ce que l'artiste a voulu nous dire, justement avec ce mystère des présences, des ambiances. C'est quand même assez compliqué, difficile, même pour un artiste, de rendre justement ce mystère d'une présence humaine, d'une ambiance, d'une fête. Et on peut dire que justement c'est en cela une peinture d'évocation. Donc en résumé, finalement, on reprend son idée de faire l'école buissonnière, hein, se balader, faire l'école buissonnière avec sa peinture pour sentir une émotion et des sentiments. C'est une sorte de cheminement. Sinon, je pense que si on n'a pas ce cheminement, on est certainement un petit peu perdu et du coup, on ne sait plus très très bien où l'on va. Voilà. Alors, c'était ma présentation. J'espère qu'elle a pu vous intéresser. Et je vais voir si éventuellement vous avez une ou deux questions à me poser. Je voulais savoir, par exemple, où est-ce qu'on pouvait trouver ces œuvres,
Est-ce qu'il y en a au musée des Beaux-Arts de Nantes? Et l'autre question, ça portait sur votre association. Alors, pour répondre à la première question, donc ces œuvres sont effectivement visibles dans certains musées. Alors, au musée de Nantes, bon, comme vous le savez, tout a été rénové. Donc là, il y a eu un parti pris pour certaines collections. Donc, vous ne trouverez plus en exposition Joël Dabin. Ils ont des toiles qui sont conservées dans une salle d'archives, non ouverte au public, mais on est en contact avec eux pour essayer justement de remettre, je dirais, des œuvres un peu plus contemporaines, puisque eux, ils ont surtout des œuvres anciennes. Je sais que le musée des Amis des Beaux-Arts a fait une donation aussi au musée de Nantes, puisqu'ils étaient propriétaires de certaines œuvres. Donc là, tout ça est en cours, c'est un travail qu'il va falloir réaliser. Autrement, il y a d'autres musées en France. Dans la biographie, vous regarderez en France et à l'étranger, puisqu'il y a même un musée aux États-Unis, au Mexique, qui ont acheté des œuvres. Il y a aussi Tahiti. Enfin bref, il y a plusieurs musées. Maintenant, il faut effectivement regarder, puisqu'au niveau des collections, il y a des collections qui bougent. Pour tout ce qui est exposition, pour le moment, donc il n'y en a pas des permanentes, puisque depuis la mort de l'artiste, il y a eu un choix en fait familial de ne plus mettre en vente les toiles de Joël Dabin, de les récupérer pour, je dirais, constituer un réel fonds d'œuvre assez important. Au moins de plusieurs centaines de toiles, pour pouvoir après justement trouver la possibilité de, je dirais, par le biais d'une formation, d'une fondation, d'une création de musée ou autre, pouvoir mettre en lumière ces toiles, puisque là c'est vraiment pas le côté économique qui intéresse la famille, c'est vraiment on pense que c'est quand même un artiste, je dirais, qui a un style assez personnel, une signature, et que ce serait extrêmement dommage de laisser les choses retomber, que finalement son œuvre ne serve qu'à quelques personnes. Et le travail de l'association, effectivement, c'est de mettre en valeur ce patrimoine. Alors dans différentes directions, puisqu'il y a aussi la direction de montée des expositions de peinture. Là, depuis le décès de l'artiste en 2003, nous avons quand même organisé différentes expositions à Barcelone, à Nantes, à Bordeaux, en région parisienne, mais aussi plus localement à Paimboeuf, Saint-Hilaire-de-Riez. Et notamment pour toutes les expositions locales, je dirais, le projet pédagogique vis-à-vis d'un jeune public nous semble primordial, puisque c'est par l'éducation artistique que finalement, je dirais, les jeunes vont pouvoir avoir une réflexion, se poser les bonnes questions et avoir envie de découvrir aussi d'autres artistes. Et ça, c'est essentiel, la communication. Et notamment, nous travaillons, alors évidemment, avec des primaires, des collèges, des lycéens, et aussi des classes Ulysse avec un personnel, je dirais, des jeunes qui sont plus en difficulté en inclusion scolaire, aussi des jeunes, je vous en ai parlé par exemple avec le lycée Albert Chassagne, des jeunes qui sont vraiment très éloignés du milieu de l'art, dans des milieux professionnels. On a aussi décidé de mettre en place un partenariat avec des maisons, je dirais, ou de retraite ou de santé, pour pouvoir aussi diffuser son travail auprès de personnes, je dirais, des seniors vraiment plus âgés et un peu malades, ce qui permet aussi de créer un lien entre les familles, les personnes âgées et puis le monde extérieur. Et ce sont souvent des personnes aussi qui ont eu une vie, avec des références aussi artistiques et autres. Et là maintenant, c'est les toiles qui viennent directement dans les lieux et non plus les personnes qui vont vers les lieux d'exposition. Et ça nous semblait important. Notamment avec les jeunes, on a baptisé le projet L'Art dans les écoles, où nous nous déplaçons avec des toiles, comme un petit peu on l'a fait ici. Et après, on fait des ateliers avec les jeunes ou des projets artistiques beaucoup plus poussés. Enfin, tout dépend après des enseignants, des objectifs. Mais comme il a peint sur beaucoup de sujets,
Évidemment, on a vu les voyages, le théâtre, les personnages, les paysages, enfin, vraiment tout plein de choses. Et on peut réutiliser, faire des passerelles, par exemple en français, avec la littérature, justement les Don Quichotte. On ne travaille pas forcément que dans le milieu artistique. On a aussi des enseignants en histoire-géographie, hein, qui, par exemple, par rapport au fait qu'il avait un atelier but Sainte-Anne, ben là, on découpe, on travaille sur la Loire. Enfin, vous voyez, on peut vraiment dupliquer à l'infini les sujets. Donc ça, c'est un petit peu c'est pas un petit peu, c'est le travail de l'association, hein, avec un projet Artonomie qui comprend donc l'art dans les écoles et aussi le travail avec les personnes plus âgées ou en difficulté. Voilà pour la partie culturelle et pédagogique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. D'autres questions peut-être? Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à rejoindre cette association? Je ne connais que votre nom. Alors, votre lien avec ce peintre et avec son œuvre. Alors en fait, à la mort de l'artiste en 2003, il y avait déjà beaucoup de collectionneurs, hein, ou d'amis de Joël Dabin qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que 2003, les années là ont commencé à passer et rien ne se passait. Donc la femme de l'artiste, Mireille Dabin, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Étant sa fille, je l'ai aidée dans la démarche. Alors moi, Joël Dabin était mon beau-père, hein, et donc il y avait quand même un lien familial. Et donc on a réuni des différentes amis collectionneurs pour, je dirais, faire un point sur le sujet. Et c'est là que l'idée de l'association nous est venue, hein, sachant qu'il n'y a aucun... je dirais, c'est absolument pas un process commercial, hein, puisque justement, les galeries à sa mort, des collectionneurs nous ont vraiment demandé, de pouvoir acheter des tableaux, mais on a toujours refusé. Alors c'est certainement une très mauvaise stratégie, ça, on en est conscient, hein, on nous l'a beaucoup dit, mais c'est comme ça. Nous, ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est justement de continuer à faire connaître son travail, hein, comme je vous disais, notamment sur un jeune public. Et voilà, donc l'association existe depuis 2009. On est quand même maintenant plus de 330 adhérents, un peu partout en France, et même à l'étranger. Il y a déjà quelques... Et bon, chacun a sa motivation, hein. On n'est pas là tous pour les mêmes choses, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réunir le plus grand nombre sur des manifestations assez variées, puisque nous, on n'aime pas du tout refaire les mêmes choses. Il faut absolument, on va dans des directions très différentes, et je dirais que même si vous avez un jour une idée, un projet, on est vraiment à l'écoute. Le problème, c'est que nous sommes tous bénévoles. Il n'y a pas de salariés pour travailler en permanence dans l'association. Donc, on essaye de faire avec le temps qu'on a, avec les moyens qu'on a. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'un ouvrage est publié sur l'œuvre de ce peintre? Complètement, je n'en ai pas parlé. Mais déjà, je vous ai emmené des petits catalogues. Il a réalisé 2 monographies. La première, ça devait être en 86, et l'autre, je crois, en 96, qui reprenait, voilà, effectivement, son travail. Il y en a eu un sur les voyages, un autre qui était un peu plus, je dirais, lié à ce qu'il avait fait depuis sa jeunesse, avec des témoignages de personnes qui le connaissaient. Voilà, donc 2 beaux livres, hein, qui sont maintenant quasiment épuisés, mais qui sont consultables. Et puis à chaque exposition de l'association, on crée un catalogue. Catalogue évidemment là, qui après est proposé au grand public en vente, et avec les recettes justement on peut l'offrir à tous nos jeunes quand on fait nos projets pédagogiques. À la fin de nos sessions, on offre nos petits catalogues pour qu'ils puissent repartir chez eux avec ce petit catalogue et dire à leurs parents voilà ce que j'ai vu. Et c'est là encore pour susciter la conversation et la communication. Voilà, mais j'ai emmené des catalogues si cela vous intéresse. Il n'y a pas de catalogue raisonné de son œuvre? C'est en cours, mais c'est un travail de très longue haleine. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez
vous connaissez des gens qui ont des toiles ou vous-même, à nous communiquer éventuellement leurs coordonnées, parce que c'est vrai que ça nous intéresse énormément de pouvoir avoir les photographies, les années, les titres, enfin même des anecdotes, hein, puisque là, on réfléchit aussi à peut-être un autre ouvrage sur Joël Dabin, bon, dans un autre temps, parce que c'est vrai que ça prend... c'est assez compliqué à mettre en place, mais c'est passionnant, donc je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Ah oui, et puis il y a aussi le site internet là qu'on est en train de développer. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé d'aller voir l'actuel site. Bon, il était très bien en son temps. Maintenant, ça fait quelques années. Là, on est en train de travailler sur un nouveau site assez différent qui devrait voir le jour, j'espère, en 2019. Là, tout est prêt, donc ça devrait arriver. Et d'ailleurs, si vous souhaitez recevoir des informations, vous n'hésitez pas à laisser votre mail et puis on vous proposera donc des informations sur le sujet. Voilà. C'est comme ça qu'on avait repéré, c'est sur le site internet, on avait entendu parler des fresques de la Moïse de Mouet, parce que moi je suis originaire de Sion-les-Mines, donc juste à côté, mais j'ignore, et on en avait entendu parler, donc je suis allée sur le site internet et on les a vus à ce moment-là sur le site, et bien entendu on est allé voir. Oui, c'est magnifique. Ah oui, bien sûr. Un petit bijou. Qu'est-ce qu'il a amené à faire cette fresque? Alors honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, pour la fresque de Mouais, non, si tu avais des informations par rapport... Non, j'avoue que je ne sais pas sur cette question. On a dû certainement lui proposer de travailler sur le sujet. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Je dirais, c'était un travail entre artistes. Hein. On se redonnait les adresses. Je connais telle personne qui va faire ça. Ça fonctionnait un petit peu comme ça. On y était... Hein, c'était... Je sais plus. On fera une conférence sur Mouais. Oui, hein. C'est méritable, parce que le programme de fresque est intéressant, mais on aurait besoin de quelques clés. Complètement. Alors pour tout vous avouer, on a fait une journée culturelle à Mouais. Hein. Avec les personnes de l'association, c'était très, très sympathique. Savoir ça, parce qu'on a raté ces trucs-là. Moi, je sais pas aller. Vous avez une newsletter ou quelque chose? On a une newsletter, mais c'était il y a quelques années. On l'a fait, ça devait être en 2000... à combien? Oui, ça fait une dizaine d'années. Hein, je pense que ça devait être aux alentours de 2010, 2011, je ne sais plus. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Ça a été une charmante petite journée, vraiment très intéressante. En plus, si vous voulez y aller, c'est assez typique. Hein. Vous allez dans l'église, il y a une clé qui est cachée quelque part. Il faut aller au bar en face pour récupérer la clé. Il y a même une dame qui tient un gîte et qui se passionne pour Joël Dabin et qui est intarissable sur le sujet. Donc, il y a vraiment des choses très, très, très intéressantes. En plus, après, on peut se balader, faire un pique-nique. Il y a une petite brocante. Enfin, c'est tout à fait charmant, c'est une ambiance là encore, et je pense que Joël devait aimer ça sûrement. Oui. En plus, il faisait beau, on a fait une grande balade, non, c'est vraiment terminé, et puis c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait là ces peintures là sur les plafonds, hein, sur les murs. Ah oui, il en a fait plusieurs au Bono aussi, où il y a eu pas mal de choses. Hein. Mais bon, là, je vous en ai pas parlé, mais c'était vraiment quelqu'un, je vous disais, qui a beaucoup travaillé et qui a été extrêmement productif. Et dans tous ces domaines, il y a quand même beaucoup de références. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si... Alors, moi, j'aurais une question. Est-ce que Joël Dabin avait conservé des écrits pour expliquer un petit peu son œuvre parce qu'on se posait la question tout à l'heure de abstrait ou pas. Quel regard lui avait et posait sur sa peinture à ce niveau-là, par exemple? Alors bah déjà, c'est quand même quelqu'un qui ne notait rien, pratiquement. Il n'était pas du tout... non, ça allait...
au contraire, même quand il travaillait avec des galeries hautes, c'était vraiment, enfin, c'était un travail sur la confiance. Lui, à part effectivement, je lui disais les photographies qu'il faisait, qui lui étaient, je dirais, un peu des points de repère, mais à part cela, il n'avait aucune note. Et donc, c'est pareil, c'est toujours compliqué parce que quand quelqu'un de son vivant nous parle de certaines choses, bah, souvent on pose pas de questions, on discute comme ça. Et après, avec regret, quand il décède, on se dit mince, je ne sais pas. Et donc, même sa dernière exposition à La Roche-sur-Yon, il y a un hommage qui lui a été fait à l'hôtel du département de Vendée. Là, il avait quand même écrit une partie de son... Oui, mais c'est parce qu'il a été interviewé, puisqu'il y a vraiment une rétrospective. Il a été... un peu avant sa mort. Voilà. Voilà. Mais au quotidien, il n'a pas écrit, puisque même les monographies qu'il a réalisées, les 2 ouvrages, c'était... il y a eu un ouvrage justement fait par Alain Favel, qui est un critique d'art international, d'ailleurs, que je remercie, puisqu'il nous a donné quelques extraits d'une de ses conférences, c'est quelqu'un qui adore et est passionné par le travail de Joël Dabin, et en fait, c'est d'autres personnes qui ont écrit pour lui, même sur le second ouvrage. Il y a eu je dirais, c'était plus lui qui souhaitait que d'autres parlent de son travail. Lui estimait que finalement, il n'avait pas à en parler. C'était vraiment les personnes qui voulaient le découvrir. En fait, c'était par eux-mêmes, quoi. Et au niveau de la conservation de son atelier, parce que vous parliez notamment qu'il était assez admiratif du travail de Francis Bacon, dont l'atelier a été entièrement conservé et qui se trouve à Dublin, est-ce que lui avait cette préoccupation-là de conserver ses palettes, son matériel d'artiste? Pas du tout. Pas du tout, non, je pense que lui, ça arrivait comme ça au gré du vent. Alors lui, quand même s'il a fait un effort, mais ça c'était surtout sous l'impulsion de sa femme, de garder quand même des toiles maîtresses. Parce que c'est vrai que lui, c'était beaucoup en galerie, mais ça se faisait beaucoup à une époque aussi, les ventes en atelier. Quand les personnes venaient pour prendre, forcément, en général, les gens ont un goût. Je ne dis pas le goût de tout le monde, mais en tous les cas, forcément, se dirige souvent sur les toiles qui sont vraiment plus réussies que d'autres, puisque de toute façon, chaque artiste ne peut pas réussir toutes ses toiles de la même manière. Et heureusement, des toiles références ont pu être gardées au fil des années et qui, justement, aujourd'hui, peuvent servir notre collection. Ça, c'est important. Mais effectivement, dans l'atelier, alors, il n'a pas été conservé parce qu'il n'était pas propriétaire de son atelier. Il a loué son atelier. Il y a juste à la fin de sa vie, une dizaine d'années, 10-15 années avant la fin de sa vie, où là quand même c'était compliqué pour lui puisqu'il devait monter au dernier étage d'un grand immeuble sans ascenseur, tout son matériel, ses toiles et tout. Donc il a préféré avoir un second atelier, toujours en lien avec l'eau, le long des bords de l'Erdre à la Chapelle-sur-Erdre, où là c'était beaucoup plus facile pour lui puisqu'il habitait en face, donc il pouvait finalement aller dans cet atelier quand il le souhaitait, et cet atelier-là a été gardé très longtemps, et là vient d'être modifié, mais on a quand même pris beaucoup de photographies, de choses pour un peu illustrer cette période de sa vie, mais au niveau des toiles, elles sont toujours... je dirais, dans des locaux qui sont fermés, mais qui ne sont pas, visibles pour le grand public. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très riche et très complète de l'œuvre de Joël Dabin, de sa formation, ses influences variées, et puis pour avoir ramené surtout tous ces tableaux qui nous permettent vraiment d'avoir une idée très précise de son travail. Et c'était vraiment une belle idée de ramener toutes ces toiles. Alors, on va poursuivre la soirée. On vous invite à déguster. Alors, cette fois-ci, c'est les vignerons du Palais qui nous présentent leur cru. Donc, on va pouvoir faire une petite dégustation. Clotilde nous attend. Et juste pour faire la transition, justement, la prochaine conférence aura lieu le 12 novembre. Ça sera sur les relations entre le vin et la musique. Donc vous êtes bien sûr conviés si le sujet vous intéresse. Merci.